Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue fidèles auditeurs, auditrices de la RPA, ce rendez-vous d'actualité de ce mardi 25 mai 2021, dont voici les grandes articulations. Chapitre sécurité d'abord. La population de la zone Ndemeka, commune Gisuru en province Ruyigi, vit la peur au ventre suite aux formations paramilitaires intensives des Imbonerakure de cette localité. La famille d'un rapatrié venu du Rwanda n'a plus espoir de retrouver le sien encore vivant depuis qu'il a été enlevé à son domicile par des inconnus il y a près de 2 semaines. Et l'attitude du gouvernement du Burundi d'agir en État paria ne fera que retarder la levée des sanctions internationales qui pèsent lourdement sur son économie. Analyse d'un journaliste spécialiste de la région des Grands Lacs. Vous allez l'entendre dans ce journal que vous présente Onedime Dushimagidzi. Encore une fois, bienvenue. Ces corps sans vie des femmes ont été découverts le matin de ce lundi dans une paille de sigles située dans la localité de Nyamarebe, zone Masaka, commune Giteranyi de la province Muyinga. C'est tout près de la rivière Gweru qui sépare le Rwanda avec le Burundi. Les informations que nous détenons de cette zone indiquent que ces femmes étaient à recherche du pâturage près de la rivière Gweru dans la matinée de ce lundi et auraient été emportées par le courant de la rivière. Pour le moment, les recherches continuent pour retrouver les 6 autres femmes ou du moins leurs corps. Toujours au chapitre sécurité, l'armée burundaise FDN demande la présence sur le sol burundais des mouvements rebelles et hostiles au gouvernement rwandais. Dans un communiqué de presse sorti ce mardi et signé par le porte-parole de l'armée burundaise 48 heures après l'attaque sur le sol rwandais attribué aux rebelles du mouvement FLN, le colonel Forbert Biereke qualifie de rumeur les informations faisant état d'une telle attaque. Il a également insisté sur le fait que la frontière burundo-rwandaise est très bien gardée pour permettre ce genre d'infiltration. Des formations paramilitaires intensives des Imbonerakure sont signalées en zone Ndemeka, commune Gisuru de la province Ruyigi depuis maintenant 1 mois. La population vit la peur au ventre. Le point avec Eroge Kwizera. Les collines qui sont les plus actives dans ces activités paramilitaires des missions Imbonerakure sont Kabuyeng, Ndemeka, toutes de la zone Ndemeka, commune Gisuru de la province Ruyigi. Ces activités sont pendant la nuit depuis maintenant 1 mois. Les participants portent des tenues policières ou militaires. À Kabuyeng, ces entraînements ont commencé il y a 1 mois. Ce sont des entraînements militaires qui sont pratiqués par les Imbonerakure. Les participants s'habillent de différentes manières, certains s'habillent en policier, d'autres en militaire, d'autres encore en tenue de sport simple. Ces tenues sont cachées dans des sacs et ils les enfilent une fois sur terre. On dit même qu'ils apprennent à manier les pieds. Ils s'y rendent généralement vers 1 heure du matin et nous les voyons rentrer vers 4 heures. Selon nos sources, ces entraînements se déroulent généralement le mardi et sont dirigés par les responsables locaux de la milice Imbonerakure. Les entraîneurs mardi. Les entraîneurs sont Nyandwi Simon, Marc, Mwarabu et un surnommé Giswi. On a vraiment peur. Aidez-nous s'il vous plaît, aidez-nous. On ne comprend pas pourquoi mettre en place de tels entraînements alors que le pays n'est pas en guerre. De tels entraînements sont également reportés en commune Butaganzwa et Nyabitsinda. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Emenancienne Tab, gouverneur de Ruyigi, mais elle n'a pas voulu s'exprimer à propos. Eh bien, merci à toi aussi, Eloge Kwizera. En page diplomatie, l'attitude du gouvernement du Burundi d'agir en État paria ne fera que retarder la levée des sanctions internationales qui pèsent lourdement sur son économie. Analyse de Colette Brackman, journaliste spécialiste de la région des Grands Lacs, qui explique que le désengagement du Burundi dans la prévention contre le génocide et les autres crimes similaires constitue un désavantage diplomatique qu'il ne peut pas supporter tout seul.
Je vous propose de suivre Colette Bleckman. C'est assez grave parce que ça ressemble fort à une provocation. En reniant comme ça des valeurs universelles reconnues par tous les États, le Burundi se mettait au banc de la communauté internationale où les États ont souscrit la responsabilité de protéger leurs ressortissants. Je trouve qu'il est vraiment étonnant que les dirigeants du Burundi puissent tenir des déclarations pareilles. C'est comme s'ils ne tenaient pas compte de l'état des relations internationales et de ce que ça peut entraîner d'être ce qu'on appelle un État paria, c'est-à-dire un État qui est en rupture avec toutes les valeurs de la communauté internationale, dont la responsabilité de protéger, de respecter un socle minimum de droits de l'homme. C'est assez étonnant. C'est comme si le Burundi était autiste, coupé de toute influence extérieure. C'est une position, à mon avis, très dangereuse et difficile à tenir à long terme. Je crois que si le Burundi persiste dans cette attitude, c'est tout à fait contre-productif parce qu'il n'obtiendra pas de sitôt la levée des sanctions qui sont quand même nuisibles à son économie. Alors bien sûr, le Burundi peut dire qu'il a d'autres partenaires maintenant, la Chine notamment et d'autres, mais quand même c'est pas un pays qui peut supporter un embargo international très longtemps, ni des mesures de sanctions, ni des effets de cet isolement pour la population elle-même. Ça a un effet tout à fait négatif. Il doit plaider pour la mesure des sanctions, mais pour ça il doit accepter les conditions qui sont posées. Colette Bleckman précise également qu'il s'est jusqu'ici observé au Burundi des indices qui constituent une bombe à retardement d'un probable génocide dans une région déjà instable. Encore une fois, Colette Bleckman. On voit un débordement des problèmes du Burundi sur le pays voisin, sur le Congo, une tension avec le Rwanda. Tout ça est tout de même, ce sont des signaux assez négatifs. La région des Grands Lacs demeure tout de même instable. On voit ce qui se passe dans le sud du Congo, où des groupes armés hostiles au régime rwandais évoluent, mais aussi des groupes armés du Burundi. Certains sont hostiles au régime, d'autres sont soutenus. Les Imbonerakure ont des relations avec des partenaires, disons, au Congo. Et donc, la région reste très instable et le Burundi, je crois que c'est dangereux pour lui aussi à long terme, c'est qu'il n'y a pas de bonne entente avec les voisins et puis il peut subir le contre-coup de cette déstabilisation de la région. Il y a déjà maintenant des grands motifs de soucis qui sont le fichage ethnique, l'obligation faite aux ONG de recruter des gens en fonction de ce facteur ethnique. Tout ça, c'était dangereux. On a vu dans la région ce fichage ethnique et tout ce sont des signaux très négatifs. On a vu au Rwanda jusqu'où cela pouvait mener et personne n'a oublié ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc si le Burundi s'engage dans la même direction, il y aura des réactions du point de vue de la communauté internationale et le Burundi ne peut pas tout seul défier les puissances qui l'entourent. Je pense qu'à terme c'est un isolement qui est très dangereux pour le Burundi. On voit les signes avant-coureurs. On ne doit pas crier au loup trop vite, mais on doit être extrêmement attentif, contraindre le Burundi à respecter les règles. Et évidemment, ces risques existent. Les Imbonerakure sont toujours présents et il y a une dégradation générale de la situation dans la sous-région qui est inquiétante. Tout est lié. On voit des tensions avec le Rwanda, on voit les tensions au sud Kivu avec des interactions avec la crise du Burundi et tout ça est évidemment, s'il y avait une explosion, ce serait évidemment très dangereux et ça pourrait mener à des massacres, sinon à un génocide. Colette Bleckman, journaliste spécialiste de la région des Grands Lacs. Côté pause, on continue avec le chapitre Droits de l'homme. L'infirmier Serge Sabima du centre de santé Nyakaraye en commune Nyabihanga de la province de Mwaro fait toujours objet de menaces des individus qui veulent l'éliminer physiquement, bien que son cas ait été signalé auprès du procureur et du gouverneur de la province de Mwaro. Cet infirmier a des problèmes avec ses responsables depuis 2018. Il est victime d'avoir dénoncé certains cas de détournement de fonds dans différents hôpitaux et centres de santé de la province sanitaire de Mwaro. Le point avec Emmanuel Nyungeko. L'infirmier Serge Sabima du centre de santé Nyakaraye en commune Nyabihanga de la province Mwaro est maltraité depuis 2018 après avoir dénoncé le détournement des fonds dans différents centres de santé, notamment au centre de santé de Kibimba et Gitara, tous de la commune Gisozi. Serge Sabima s'est vu depuis refuser des avantages de service dont bénéficient ses collègues, notamment les primes et congés, alors qu'il en avait droit. Il a été également victime de plusieurs mutations disciplinaires sans motif valable. Au
centre de santé de Nyakaraye, où il preste pour le moment, Serge Nsabimpa vit une situation inconfortable suite au manque de liberté ainsi qu'aux paroles blessantes de la part du titulaire de ce centre de santé, Vincent Mugirinwari. Ce dernier aurait accepté d'être subsidiaire au dicté du médecin-chef du district sanitaire de Fota, Dr Nazer Ndereyimana, auteur de toutes les tribulations que cet infirmier a franchies, et du médecin provincial, Dr Ezekiel Nzonsaba, ancien directeur de l'hôpital de Fota. Le conflit entre l'infirmier Serge Nsabimpa et son ancien directeur à l'hôpital de Fota, Dr Ezekiel Nzonsaba, a éclaté lorsque l'infirmier Serge a dénoncé le vol d'une pièce d'une ambulance de cet hôpital et a constaté que sa vie était en danger. Serge Nsabimpa s'est adressé au procureur de la République et au gouverneur de la province Mwaro, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que sa sécurité soit garantie. Il continue de recevoir des appels téléphoniques de menaces qui seraient commandités par le docteur Nazer Ndereyimana ainsi que le docteur Ezekiel Nzonsaba. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre les deux médecins responsables pour de plus amples éclaircissements à ce sujet sans y parvenir. Eh bien, merci Emmanuel Nyungeko. Un Burundais récemment rapatrié du Rwanda est porté disparu depuis près de 2 semaines. Wilson Habonimana, surnommé Mandela, a été enlevé en son domicile par des hommes non encore identifiés. Sa famille n'a plus espoir de le retrouver encore vivant. Le point avec Elvis Nyomunge. Quand il a décidé de regagner le pays, Wilson Habonimana Mandela n'a pas attendu le HCR. Il est rentré par ses propres moyens. Une fois au pays, il s'est installé en commune Gisuru et plus précisément sur sa colline natale de Rukobe. Il était avec ses parents qui venaient aussi de rentrer de la Tanzanie. C'est dans la nuit du 12 mai qu'il a été enlevé de chez sa famille par des inconnus. Selon un des membres de la famille qui est à l'étranger, un policier aurait laissé entendre à la famille de Wilson qu'il avait été envoyé en mission dans une mine. Je l'ai appris le lendemain par un voisin que Mandela avait été arrêté et directement tué. Il y a encore des informations que j'ai reçues d'un autre voisin qui me disait qu'un policier leur avait signifié que Mandela avait été envoyé creuser de l'or. C'est donc dire qu'il a été tué comme l'avait été un certain Farad. Wilson Habonimana Mandela était un membre du parti FNL fidèle à Gatogwasa. Au départ, il avait été accueilli comme réfugié au Kadonduta en Tanzanie. Le 27 septembre 2019, des personnes en tenue de la police tanzanienne l'ont attaqué et sont partis avec lui. Des nouvelles en provenance du Kadonduta disaient que Wilson Habonimana Mandela avait été enlevé du Kadonduta sur commande de l'administrateur communal de Gisuru, Ngenzirabon Aloyizi. Mais heureusement, Wilson Habonimana a réussi à s'échapper. C'est après cette tentative qu'il a décidé de quitter Nduta pour aller chercher refuge au Rwanda. Toujours au chapitre droits de l'homme, l'association des femmes et juristes du Burundi vient d'être qualifiée de dangereuse par la police burundaise. Les accusations émanant du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Mourikiye, montrait à la presse une femme Dino Demeline Ndaishimiye qui avait été portée disparue le jour de son mariage. C'était en février dernier. Depuis, cette jeune femme aurait été cachée dans les enceintes de la dite association. L'association des femmes et juristes du Burundi devra donc être obligée d'enquête sur attentat à la sûreté intérieure de l'État. Écoutez plutôt Pierre Mourikiye, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La police enquête également sur cette association, qui est vraiment une association maintenant considérée par la police comme dangereuse, se donne le droit d'enfermer des gens pendant d'aussi longues périodes. Par rapport à l'association, l'enquête recherche des éléments, des indices de complicité pour ces infractions pour lesquelles la femme est sous enquête. Mais pire, pour cette association, la police enquête aussi pour attentat à la sûreté intérieure de l'État, pour avoir enfermé des gens pendant de longues périodes, pour être substitué à des organes de l'État. Parce que vous savez que la protection des individus, c'est une mission du gouvernement, et à travers ces organes, dont la police en premier. Donc, nulle autre personne ne peut se substituer à ces organes qui sont légalement compétents pour pouvoir protéger les gens. On ne sait même pas si les gens qu'on dit disparaissent
n'auraient pas été enfermés par cette association parce que d'après les déclarations des membres de cette association interrogés et d'après même l'interrogatoire de cette femme, eh bien ils affirment que ce n'est pas la première fois que cette association fait ce genre de choses, et donc enferme déjà pendant de longues périodes, et même l'endroit où la femme vivait, parce que la police y est allée pour faire une fouille et perquisition, et même les gens de là-bas ont affirmé à la police que ce n'est pas la première fois que cette association y amène des gens, les enferme pendant aussi une longue période. Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En page politique, il est difficile que les paroles soient accompagnées des actes au sein du parti CNDD-FDD. Propos de Leonidas Hatungimana, ancien porte-parole du président Nkurunziza et actuel président du parti PDD Girijambo. Pour Leonidas Hatungimana, certains cadres du parti CNDD-FDD ont toujours menti à la population depuis belle lurette, à l'air promettant des changements qui n'ont jamais vu le jour. Suivez Leonidas Hatungimana, président du parti PDD Girijambo. Ce n'est pas pour la première fois qu'un tel discours, une telle campagne, une telle mobilisation soit fait. Je me souviens de fait président Pierre Nkurunziza quand il parlait de la tolérance zéro pour ceux qui dilapidaient les richesses de l'État. Moi qui étais parmi les compositeurs de son discours, j'étais très très à l'aise, mais à quelques jours après, j'ai été déçu puisque rien comme acte n'a suivi ce beau discours. Je me souviens encore je pense que c'était en 2016 quand le général, le président actuel, Evariste Ndayishimiye, était encore le secrétaire général du parti CNDD-FDD, c'était à Gitega, quand il disait que, en fait, il donnait une mise en garde aux Imbonerakure qui traquaient la population. Il appelait les membres du CNDD-FDD à considérer les membres de l'opposition comme leurs propres frères et que désormais il allait y avoir la patrie pour tous, comme s'il avait eu une vision ou si le Saint-Esprit était descendu sur lui. Monseigneur Simon Hamwana a donné une sorte d'anecdote du fameux Bikorakosho. Il a dit, écoutez, que ça se passe et que j'en sois content, mais je sais que ça ne se passera pas, puisque ces gens ne sont pas remplis d'amour, ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. C'est juste un discours démagogique. S'ils veulent faire la bonne gouvernance, s'ils veulent faire une justice, une vraie justice droite, indépendante et libre, mais qu'ils commencent par les dossiers qui sont déjà pendants, qui sont encore pendants. Il y a le dossier Manirouva, il n'est pas encore terminé, mais il y a aussi le dossier des prisonniers politiques. Récemment, il y avait le président de la République qui avait mobilisé les membres de son gouvernement, les administratifs, à déclarer leurs avoirs avant, juste à l'entrée, mais quelle a été la surprise quand, quelques jours après, il a dit non, c'est du secret. La réaction de Leonidas Hatungimana est consécutive au discours de ce samedi prononcé par le secrétaire exécutif adjoint du parti CNDD-FDD, et ce dernier avait déclaré que le parti de l'Aigle allait commencer une campagne pour envoyer tous ceux qui se cachent derrière ce parti pour commettre des délits. Ce 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. C'est la date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine il y a 58 ans. Cet organe panafricain, qui est devenu plus tard l'Union africaine, n'a pas encore réussi à contribuer dans la résolution effective de la crise burundaise. Aimable Nishimwe pour plus de détails. L'Union africaine semble avoir échoué à réitérer ce qu'il a réalisé dans les années 90, lorsque les Burundais avaient finalement accepté de trouver la solution à leurs différends à travers l'accord d'Arusha. Le 7 mai dernier, cet organe panafricain a annoncé sa décision de retirer le Burundi de l'agenda de son Conseil de paix et sécurité, puisqu'il estime qu'actuellement, il y a des progrès significatifs dans le domaine politique et sécuritaire du pays. L'Union africaine a également exprimé sa gratitude au gouvernement burundais pour avoir accueilli la mission de ses observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires et pour avoir facilité son travail.
Dans son communiqué, l'Union africaine n'a pas précisé l'effectif de ses observateurs et experts. Il n'y a non plus aucun rapport publié sur la mission en question, ce qui pousse certains analystes politiques à émettre des doutes sur cette annonce car, en 2016, le gouvernement du Burundi avait refusé le déploiement de la totalité de 200 experts de l'Union africaine. Ces dernières se lamentaient du fait que seulement 32 observateurs des droits de l'homme et 15 experts militaires avaient été autorisés à franchir le territoire burundais. Un peu avant, décembre 2015, l'Union africaine avait décidé de déployer la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBO, composée de 5000 hommes. Cette décision de l'Union africaine n'a jamais été mise en exécution. Aujourd'hui, cet organe panafricain fête ses 58 ans d'existence alors que le Burundi est toujours en crise. Dans un intervalle d'un mois seulement, des dizaines de Burundais ont été assassinés, torturés ou kidnappés par des Imbonerakure, des policiers, des agents de la documentation ou des hommes armés non identifiés. Eh bien, merci à toi, aimable Nishim. Écoute, pause. On continue avec le chapitre économie. Européen. L'Assemblée nationale a récemment adopté le projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2021-2022. Parmi les priorités figurent le secteur de l'agriculture et celui des infrastructures routières. Émile Niassoum. À peu près 85 milliards de francs burundais, c'est le montant alloué au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage dans le budget général de l'État, exercice 2021-2022. En comparant avec le budget de l'année qui s'achève en juin, il y a une augmentation de plus de 25 milliards de francs. Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Domitien Ndihokubwayo, signale qu'il y a d'autres fonds qui seront utilisés dans ce secteur, mais qui apparaissent dans le budget d'autres ministères. Il y a d'autres fonds de ce secteur qui passent par le ministère du Développement communautaire. C'est notamment environ 20 milliards qui sont utilisés pour acheter l'engrais. Et le gouvernement continuera d'appuyer la population pour trouver des semences de bonne qualité sur un prix abordable. En plus de l'agriculture et de l'élevage, le secteur des routes est également prioritaire dans le nouveau projet de budget. Un montant de plus de 20 milliards de francs burundais est envisagé pour couvrir les nids de poules sur tous les réseaux routiers. Devant les députés, ce 14 mai, le ministre Domitien Ndihokubwayo a admis que certaines routes s'usent, d'autres ont été mal construites et que les ponts s'effondrent régulièrement. Dans le but de faciliter le transport des marchandises entre les différentes provinces du pays et entre notre pays et les pays étrangers, on a prévu un fonds d'environ 23 milliards qui serviront à réhabiliter les routes à mauvais état. Ce fonds sera alimenté par les taxes routières et les taxes sur l'utilisation de la connexion Internet. D'autres priorités prévues par le budget général de l'État, c'est l'appui au projet de développement des coopératives collinaires pour un montant de plus de 87 milliards, la mise en œuvre de la politique salariale équitable pour 34 milliards, les provisions aux élections pour plus de 13 milliards, ainsi que le recrutement des personnels enseignants et de la santé pour plus de 3 milliards de francs burundais. La majeure partie du budget, équivalent à environ 1200 milliards, sera payé par la population à travers les taxes et les impôts. L'autre partie qui s'élève à plus de 300 milliards sera financée par les partenaires du Burundi. Prochainement, nous détaillerons certaines principales allocations prévues par ce budget général de l'État pour l'exercice 2021-2022. L'armée burundaise a distribué dimanche dernier de la tourbe aux militaires affectés sur la colline Rukana de la commune Rugombo en province de Cibitoke après une durée de 3 mois qu'ils n'avaient pas de bois de chauffage. Cette pénurie poussait les militaires à contraindre la population à aller leur chercher du bois de chauffage. Une soumission qui avait entraîné des grognes au sein de la population car toutes les personnes qui n'obtempéraient pas à ces injonctions étaient soit passées au tabac ou emprisonnées.
Parlons santé à présent, ils demandent qu'on leur octroie leur salaire pour lequel ils ont travaillé depuis le mois de janvier cette année. Il s'agit des employés du ministère de la Santé affectés dans l'équipe de dépistage de la COVID-19. Ces travailleurs font savoir que depuis le lancement de la deuxième campagne, ils n'ont jamais été rémunérés. Les détails avec Daniel Claire, il la trouve. Depuis le lancement de la deuxième campagne pour le dépistage de la COVID-19, débuté le 11 janvier 2021 au Burundi, les membres de l'équipe de dépistage disent n'avoir touché aucun centime. Et à chaque fois que ce personnel exige des explications, on leur donne toujours de faux espoirs. L'un d'entre eux témoigne. Depuis le lancement de la campagne au mois de janvier, nous n'avons pas été rémunérés. Ils nous disent chaque jour qu'ils vont nous donner notre argent, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Nous sommes à peu près 50 employés, car il y a 15 qui travaillent au site Kamenge, c'est du site de Bon Accueil et d'autres qui sont à Ruziba. Ces employés confirment aussi que les organisations qui financent cette campagne de dépistage étaient prêtes à se rendre sur place dans les sites de dépistage pour donner à chaque employé son salaire. Mais cette décision n'a pas plu au ministère de la Santé qui a même obligé que cet argent passe par son compte, ce qui l'a retardé. Nous avons entendu dire que les organisations qui financent cette campagne sont prêtes à débloquer cet argent. Mais elles ont exigé de donner cette aide directement aux employés qui sont sur le terrain. Mais le ministère a refusé cette proposition et a demandé que cette aide passe plutôt par le compte du ministère. Mais comme ces organisations ont eu écho des plaintes faisant état du gaspillage et de magouilles autour de cette aide, elles ont opté de surseoir à leur décision de financer ce projet. Il s'agit notamment de l'OIM, de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Pour rappel, à part ces salaires pour la deuxième campagne, même les salaires pour la première campagne n'ont pas été tous payés à ces employés. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Tatendi Koumana, ministre de la Santé, de même que le porte-parole du dit ministère, le docteur Jean Bosco Giruki-Gomba, ils sont restés injoignables. Il s'observe de l'insalubrité dans différents recoins de l'hôpital provincial de Ruyigi. Pire encore, certains locaux de cet établissement sanitaire sont vétustes et laissent pénétrer les eaux de pluie. Encore une fois, Daniel Claire, il la trouve. Le jardin qui fait objet de salle d'attente fait partie des endroits les plus menacés par l'insalubrité. Le gazon est planté n'y est plus visible car dépassé par les hautes herbes. L'autre endroit où s'observe un manque criant d'hygiène, c'est le bloc réservé aux enfants mal nourris. Les déchets entassés ont fermé une montagne à telle enseigne que des mouches y perdurent à longueur de journée. Selon une source de la RPA de cet hôpital, cette insalubrité serait due au fait que les déchets ne sont pas traités à temps. Les déchets tels que les pansements ou les médicaments périmés passent des jours et des jours sans être incinérés. Cela fait qu'il s'y observe des mouches et l'endroit devient trop nauséabond, surtout que la plupart des pansements sont utilisés pour le nettoyage des plaies. Pire encore, indiquent les habitants de la province de Ruyigi, les locaux de cet hôpital sont vétustes de telle façon qu'ils ne peuvent pas résister à l'eau de pluie. Par exemple, la première maison située près du portail est tellement dégradée. Les plafonds et les tôles devraient être remplacés car régulièrement infiltrés par l'eau de pluie. Les cercles se sont formés sur les plafonds et on craint que la moisissure n'aggrave la santé des malades. Les habitants de Ruyigi qui se font soigner à cet hôpital demandent aux autorités du dit établissement sanitaire de réhabiliter ces locaux et de s'atteler dans les meilleurs délais à l'hygiène de cet hôpital. Les étudiants du campus Mutanga, malmenés par leurs collègues Imbonerakure depuis des semaines. Ces étudiants demandent aux chargés de la sécurité dans ce campus de suivre de près son mauvais comportement et que les coupables soient punis avant que la situation ne dégénère. Plus de détails avec Francine Mahoro. Les étudiants du campus Mutanga s'insurgent contre le comportement de certains Imbonerakure qui semblent être substitués aux agents de l'ordre juste pour malmener les camarades. Selon cet étudiant, cette jeunesse affiliée au parti au pouvoir profite de l'obscurité pour passer à tabac, ce qui revient du quartier Nyakabiga pour se restaurer.
À partir de 21h, toutes les portes sont fermées à part l'entrée principale. Ces Imbonerakure se positionnent alors à des endroits stratégiques pour surprendre ceux qui reviennent des restaurants. Celui qui a le malheur de s'y aventurer en étant seul se fait tabasser. Révoltés, ces étudiants demandent aux chargés de la sécurité du campus de mettre fin à cette pratique avant que la situation ne dégénère. Il y a un étudiant qui a été attaqué par ces Imbonerakure et a pu alerter le chef de poste de police et il est venu le secourir. Les Imbonerakure se sont alors cachés. Le responsable de la police est au courant de cette situation car il est chaque fois alerté. C'est pourquoi les étudiants demandent que ce comportement soit éradiqué. Rappelons que l'année dernière, cette attitude s'est également manifestée. À cette époque, les responsables administratifs et policiers ont dû intervenir car ces erreurs avaient déjà fait plusieurs blessés de deux côtés. Passation ce mardi du concours national de 9e année dans tout le pays. Ce concours donne accès aux candidats de continuer le deuxième cycle de l'école fondamentale. Dans son discours lors de l'ouverture de cet examen au lycée de Kaburanwa en commune Buganda, François Habyarimana, ministre de l'Éducation, a tranquillisé les candidats et leur a demandé de se concentrer et de passer ces examens en toute sérénité. Suivez François Habyarimana, ministre de l'Éducation. Depuis ce matin, nous avons effectué une visite en province de Chibitoke. C'était juste pour nous rendre compte de l'état de déroulement du concours national. Alors, sur toutes les écoles que nous avons visitées, on a trouvé que la situation était normale. Il n'y avait vraiment aucun problème majeur. Alors, l'appel que je pourrais lancer aux candidats à ce concours, c'est de rester serein et de travailler comme ils le faisaient dans les autres évaluations qu'ils ont passées au premier trimestre et au deuxième trimestre. Et donc, qu'ils ne paniquent pas pour qu'ils puissent réussir sans aucun problème. L'effectif des candidats devra passer ces examens s'élève à 91 497 élèves. Dans l'entretemps, la passation de ce concours national n'a pas eu lieu dans le camp de réfugiés burundais situé en Tanzanie. Pourtant, lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, le ministre de l'Éducation avait, selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, annoncé que parmi les candidats de cette année figurent 710 qui sont dans le camp des réfugiés burundais de la Tanzanie. Les centres de passation dans ce pays devraient être au nombre de 3, à savoir celui de Nyarugusu, d'Onduta et de Mutenderi. De leur côté, les réfugiés disent qu'ils n'ont pas du tout surpris car non seulement le gouvernement s'est toujours opposé à ce que les enfants réfugiés passent ces examens, et ce depuis 6 ans, mais ils n'ont également pas reçu aucune information relative. Toujours à ce chapitre, les réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie dénoncent les actes de violation des droits humains dont ils sont victimes. Ces réfugiés burundais précisent qu'un groupe de réfugiés rwandais, présidé par un certain Michel Nkurunziza, enseigne la haine contre les Burundais de ce camp. Le même groupe serait allé jusqu'à interdire ces réfugiés burundais d'accéder dans leur zone pour se faire soigner ou acheter des vivres. Suivez plutôt un des réfugiés burundais du camp de Maheba en Zambie qui s'est entretenu avec la RPA. Abarundi bahunze kuva ibihumbi 2015. Les réfugiés burundais qui sont installés dans le camp de Maheba en Zambie depuis 2015 sont victimes de différents camps de violation des droits humains. Le responsable de ces actes de violation des droits des réfugiés burundais est un Rwandais du nom de Michel Nkurunziza. Ce dernier est à la tête d'un petit groupe de réfugiés rwandais qui enseigne la haine contre les réfugiés burundais. Le même groupe a interdit aux Burundais de se rendre dans la zone J habitée par les Rwandais de se faire soigner ou d'acheter des vivres. C'est dans cette zone où se trouve la clinique où on peut avoir des services de qualité. C'est dans cette même zone également où on peut trouver des vivres à bon marché parce que ces réfugiés rwandais qui y sont installés depuis longtemps, ils cultivent du riz, du haricot et des bananiers. Près de 2 semaines, ce groupe de réfugiés rwandais, présidé par Michel Nkurunziza, a organisé une
rencontre avec les représentants du camp pour leur dire qu'ils ne veulent pas voir des Tutsis dans cette zone car, ont-ils souligné, ce sont les espions de Paul Kagame. Ils ont insisté en disant que les Burundais qui ont fui en 2015 ne sont pas des réfugiés, mais plutôt des politiciens qui ont été envoyés par Paul Kagame pour traquer ses opposants. À titre d'exemple, il y a un jeune Burundais qui a été embauché par le bureau du HCR pour travailler dans cette zone, mais le même groupe dirigé par Michel Nkurunziza l'a empêché de travailler. Ce dernier a juré qu'aucun Burundais, surtout de l'ethnie Tutsi, ne sera pas accepté dans cette zone. Le responsable du HCR dans son camp a été obligé de le remplacer et il a été affecté au bureau de cette organisation dans ce même camp. Vous comprenez que la situation est grave. Les représentants du HCR sont au courant de la situation mais ne font rien pour ramener ce groupe à la raison. Michel Nkurunziza et son groupe continuent de divulguer des propos racistes contre les Tutsis qui ont fui leur pays en 2015. Ils nous empêchent d'aller se faire soigner ou d'acheter des vivres dans leur zone alors que eux se baladent n'importe où. La plupart d'entre eux n'ont pas de statut de réfugiés, ils sont déjà dans la phase de naturalisation. Notre sécurité n'est pas du tout garantie dans ce camp. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait le magazine de ce mardi 25 mai 2021. Merci de nous avoir écoutés. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.